L'homme est un primate parmi d'autres. On va commencer par la diversité des primates. Vous avez ici une image qui vous présente 6 primates différents à partir desquels on va travailler pour déterminer les différentes caractéristiques des primates. Alors, les primates, ce sont des mammifères, hein, ils ont des poils et des mamelles, principalement arboricoles, c'est-à-dire qui vivent dans les arbres. On va donc les retrouver dans les forêts tropicales, subtropicales, et ils sont confinés dans ces régions. Les primates sont moins limités par les effets directs de la température que par ses effets sur les chaînes de production écologique. En effet, ils ne migrent pas et n'hibernent pas, à part l'homme qui migre bien sûr. Donc on connaît actuellement 185 espèces de primates. Les primates ont une grande diversité de modes de locomotion et de posture. Ils possèdent un minimum de caractères liés à la vie dans les arbres et aux conditions de déplacement difficiles dans les arbres. Donc ils vont marcher, ils vont sauter, ils vont se suspendre. On va observer deux sortes de quadrupédie, la quadrupédie sur le plat des mains, donc la quadrupédie simple, et la quadrupédie avec knuckle walking, c'est-à-dire marcher sur ses articulations, où la main est retournée et on marche sur le dos de la main. Bien sûr, la bipédie. La taille est également très variée au sein des primates. Le gorille peut mesurer jusqu'à 1,80 m et le plus petit, qui s'appelle le microcepte, ne dépasse pas 15 cm sans la queue. Donc les primates se caractérisent par le pouce opposable au doigt qui rend la main préhensile, un cortex cérébral développé. Vous avez ici une représentation de 4 encéphales. Chez la souris, le cortex, c'est-à-dire la partie extérieure qui contient les neurones, ce qu'on appelle la substance grise. Donc le cortex représente 30% de l'encéphale, comme chez le chien. À partir du moment où on est chez les primates, chez le gorille, donc le cortex représente 70% de l'encéphale. C'est-à-dire que 70% du volume du cerveau est occupé par des neurones et non pas simplement par des prolongements des neurones, donc des axones. Chez l'homme, c'est 80% de l'encéphale qui est utilisé pour la réflexion. Chez les primates, on va également observer une perception intégrée, donc un appareil de vision très développé. Alors ça, vous l'avez vu en première S, donc je ne vais pas revenir dessus, mais des messages nerveux arrivent et correspondant au champ visuel, ils sont traités de 3 manières différentes. Et ensuite, la perception est intégrée et ça permet d'avoir une représentation visuelle du monde. Les primates se placent donc parmi les mammifères et ils appartiennent au groupe des archonta. Leurs groupes frères sont les toupailles, les dermaptères et les chiroptères. Donc chiroptères, les chauves-souris, les dermaptères, ce sont ces espèces d'animaux qu'on appelle les écureuils volants. En fait, on appelle ça plutôt des lémures volants. En fait, ils ne volent pas, ils planent d'une branche à une autre. Donc, ils partent au sommet d'un arbre, ils ont des membranes de peau entre les membres, ils les écartent, ils se laissent planer. Donc, l'homme n'a rien inventé dans le base jumping. Quand on saute du haut d'une falaise avec des membranes entre les jambes, et ben, c'est la même chose. Donc voici l'arbre d'évolution des primates. Les plus anciens primates connus remontent à 60 millions d'années et nous on va s'intéresser donc à la place de l'homme parmi les primates. Maintenant la diversité des grands singes. Donc les grands singes, on va trouver les gibbons, les orang-outans, chimpanzés, gorilles et bien sûr l'humain. Donc les grands singes ou grands primates, on les appelle aussi les hominoïdes, se limite à quelques espèces que vous avez sous les yeux. Alors, vous avez une espèce ici, l'orang-outan, il n'y en a qu'une seule d'espèce. Par contre, le chimpanzé, il y en a deux. Les gibbons, il y en a quelques-uns. Les gorilles aussi, il y a quelques espèces. Les humains, il n'y en reste plus qu'un seul sur la planète. Donc, on s'intéressera à l'évolution humaine juste après. Donc, qu'est-ce qui est caractéristique des grands singes? C'est que leur territoire est réduit. Vous avez ici la répartition des singes sur la planète. Donc en Amérique, on va parler des singes du Nouveau Monde. Ce sont les singes avec les queues. Et en Afrique, nous avons les singes de l'Ancien Monde et principalement les grands singes africains. Donc oui, l'homme à droite est en train de faire un zigoto. Là, il ressemble à un grand singe, vous ne trouvez pas? Donc la répartition des gorilles est très limitée en Afrique. Les chimpanzés également. Donc ils sont en danger de disparition. Si on compare un lémurien,
donc un primate qui ne fait pas partie des grands singes, avec un grand singe, donc nous, on a une nette différence, c'est la queue. Donc la queue chez le lémurien, elle sert bien sûr de balancier, elle sert aussi pour s'accrocher, se déplacer dans les arbres. Chez les grands singes, la queue a disparu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu certainement une anomalie de fonctionnement dans les gènes de développement avec disparition d'un certain nombre de vertèbres, et régression des vertèbres restantes et les vertèbres restantes se sont incurvées, soudées vers l'intérieur du postérieur et c'est ce qu'on appelle le coccyx. C'est ce qui a certainement permis le fait de passer en position debout. Imaginez si nous avions une queue comme le lémurien, nous serions gênés. Vu son insertion, nous ne pourrions pas la remonter vers le haut, nous serions obligés d'être à quatre pattes. Le fait de ne plus avoir de queue, ça a certainement favorisé le redressement et donc la bipédie. On trouve un répertoire locomoteur un peu moins varié chez les grands primates, donc on reste sur la suspension, la quadrupédie avec le knuckle walking et la bipédie toute simple. On trouve également quelque chose de caractéristique chez les primates, c'est l'empathie, la vie sociale élaborée, la communication par des gestes et des mimiques. Donc ça, c'est caractéristique aux primates. On ne retrouve pas ça, donc pardon, les grands primates, hein, on ne retrouve pas ça chez les primates classiques. C'est beaucoup moins important en tout cas au niveau de l'empathie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour l'histoire des grands singes? Les premiers fossiles de grands singes datent de moins 20 millions d'années. On sait actuellement qu'ils sont cantonnés dans les zones tropicales humides. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers moins 16 millions d'années, la formation de la calotte polaire antarctique provoque une migration vers le nord des zones à climat tropical humide. Donc les grands primates connaissent à ce moment-là une forte diversification dans le sud de l'Eurasie. Mais vers 8 millions d'années, il y a la formation de la calotte polaire arctique, le climat redevient tempéré dans le sud de l'Eurasie et les grands primates disparaissent de cette région, sauf en Asie du Sud-Est, ce sont les orang-outans. Aujourd'hui, donc, les grands primates sont inféodés, c'est-à-dire bloqués, aux forêts tropicales de l'Afrique et de l'Eurasie. Leur diversité est réduite. Et bien sûr, parmi ces grands primates, il y a eu l'espèce Homo sapiens qui s'est dénotée et qui a colonisé toute la planète. Essayons maintenant d'établir une phylogénie. Donc, il y a eu plusieurs phylogénies qui ont été mises en place. Selon les auteurs, c'est pas évident, on se retrouve parfois avec des mêmes termes, mais pour des groupes légèrement différents avec des caractères manquants. Celle qui est la plus communément admise, c'est celle que je vous présente là. Elle est basée sur la prise en compte de caractères anatomiques et morphologiques. Donc on va distinguer les strepsirrhiniens, donc les prosimiens et les aplorhiniens. Donc dans les strepsirrhiniens, les lémuriformes, les lorisiformes, donc les lémurs et les loris. Alors vous n'avez pas à connaître cette classification par cœur, hein. Vous devez plutôt vous intéresser aux hominoïdes. Donc ensuite, dans les aplorhiniens, on va distinguer les tarsiformes, les platyrrhiniens, les catharrhiniens, et dans les catharrhiniens, les cercopithécoïdes, les hominoïdes, et puis voilà. Bref, vous êtes en train de vous dire que si vous voulez aller en fac de SVT, ça va être coton. Bah oui, alors ça, des noms latins, vous allez en avoir des paquets à apprendre. Alors, on va être plus précis sur la classification des hominoïdes dans le petit tableau dessous. On va séparer les Hyalobatidés, il manque un A, et les hominoïdés. Dans les Hyalobatidés, ce sont les gibbons et les siamans. Dans les hominoïdés, on a les pongidés, c'est l'orang-outan, et les hominidés. Et dans les hominidés, on sépare les homininés avec l'homme, le bonobo, le chimpanzé, et les gorillinés, le gorille. Alors, comment est-ce qu'on fait pour établir une histoire évolutive ou phylogénie? On va travailler donc sur les caractères phénotypiques. On sait que les espèces, elles évoluent, car les caractères se transforment. Ça, vous l'avez vu au chapitre précédent. Pour un caractère, on peut donc définir un état ancestral et un état dérivé. Et ce dernier résulte forcément d'une innovation. Il est peu probable qu'une même innovation apparaisse indépendamment chez des espèces différentes. On admet donc que toutes les espèces qui possèdent un même caractère dérivé l'ont hérité d'un ancêtre commun. Et un ancêtre commun, ce n'est pas un fossile, c'est un être hypothétique.
dont l'existence est déduite par raisonnement. Vous savez, on parle tout le temps du fameux chaînon manquant entre l'homme et le singe. On ne le trouvera jamais. Il n'y a pas un animal qui d'un coup du jour au lendemain est devenu un humain et qu'en plus on a eu un coup de bol, il s'est fossilisé, on l'a trouvé. Non, c'est une évolution. Donc on parle vraiment d'un être hypothétique qu'on trouve bien sûr par raisonnement. C'est la première créature à être dotée de l'innovation. C'est le dernier ancêtre commun. C'est celui qui est né avec l'innovation et qui va, en se reproduisant, transmettre ce caractère à sa descendance. Donc vous imaginez la probabilité de trouver cet animal-là comme fossile. C'est pas possible. Bref, toutes les espèces qui possèdent donc le même caractère sont apparentées et elles descendent de cet ancêtre commun. Et en appliquant cette méthode, on peut placer l'homme parmi les primates. Donc voici l'arbre de parenté des primates. Pfiou, coton, hein? Eh ben oui, alors, nous on va s'intéresser principalement à la partie basse. Voici l'arbre de parenté des primates que vous pourriez faire en TP avec Phylogène. Donc on va séparer les animaux en fonction des caractères morphologiques, on va regrouper tous ceux qui possèdent les mêmes caractères. Donc les primates, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous ceux qui ont des ongles et un pouce opposables. Dans ceux qui ont des ongles et un pouce opposables, on va délimiter un autre groupe, les aplorhiniens, c'est-à-dire ceux qui ont développé un nez. Donc le maquis ici sur ce schéma n'a pas de nez, il a encore une truffe. Le maquis, c'est le lémurien, il a une truffe. À partir des aplorhiniens, on n'a plus de truffe, on a un nez. Dans le groupe de ceux qui ont des ongles, un pouce opposable et un nez, sont apparus un groupe d'animaux qui ont les orbites fermées. C'est-à-dire que, bien sûr, l'orbite est ouverte devant pour que l'œil sorte, mais derrière, il y a de l'os, il n'y a pas du vide. Et donc, c'est le groupe des simiiformes. Et dans ce groupe des simiiformes, qui commence avec le saki, on va distinguer à l'intérieur un autre groupe qui a développé des narines rapprochées, les cathariniens. Et dans le groupe de ceux qui ont eu des narines rapprochées, il y a encore eu une évolution, une mutation, une absence de queue, c'est le groupe des hominoïdes. Donc le DAC, dernier ancêtre commun aux primates, c'est le premier carré jaune sur le schéma, c'est l'ancêtre hypothétique qui a développé des ongles et un pouce opposables. Donc l'arbre phylogénétique des grands primates, le voilà. On va donc avoir globalement tous les primates et d'un autre côté les hominoïdes. Dans les hominoïdes, on sépare les hyalobatidés et les hominoïdés. Dans les hominoïdés, on sépare les pongidés et les hominidés. Dans les hominidés, les gorillinés et les homininés. Et les homininés, bref, tous ceux qui ressemblent à des hommes, les paninés, les chimpanzés, les homos et les australopithecus. Donc, le plus lointain ancêtre commun à l'ensemble des primates, il serait apparu il y a 65 à 50 millions d'années en Afrique. Toutes les analyses, elles concordent sur l'hypothèse de l'origine africaine. Mais on ne trouve pas beaucoup de fossiles au niveau du Miocène. Ils sont très dispersés, souvent réduits à un morceau de mandibule, donc on a un peu du mal. Ce qu'on sait, c'est que les hominoïdés, donc hominoïdés, d'accord? C'est-à-dire que à partir des orang-outans, seraient apparus il y a 23 millions d'années. Les hominidés, dont font partie donc les gorilles, les panines, les hommes et les australopithèques, 10 millions d'années. Et les homininés, donc précisément, il y a 10 millions d'années également, ça s'est un peu séparé.